Chers téléspectateurs, grande est notre joie en ces temps où vous êtes très nombreux à suivre notre télévision, Data Télévision, qui ne cesse de réfléchir le jour au lendemain pour vous outiller et vous mettre à jour par rapport à certaines situations de santé. Et dans ce cadre de notre émission Santé et Bien-être, nous parlerons aujourd'hui beaucoup plus de la méningite. Pourquoi nous devons parler de cette méningite? Parce que c'est une maladie qui tue des enfants, des adultes, et nombreux d'entre nous ne connaissent pas ça et ne savent pas d'où nous vient la méningite, comment est-ce qu'on l'attrape. Et voilà une occasion qui nous est offerte aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous monsieur le docteur professeur Nestor, je pense qu'il va compléter, et un pédiatre de grand nom dans notre pays et ancien recteur de l'université de Kisangani et aujourd'hui professeur à l'université de Kisangani. Et il est aussi un haut personnage de la République démocratique du Congo. Monsieur le docteur, il y a un petit mot par rapport à certaines rectificatifs par rapport à votre présentation? Non, je pense que vous m'avez très clairement présenté. Oui. Ce que vous avez dit, c'est ça. Je suis pédiatre. En fait, le docteur Nestor, il est aujourd'hui médecin directeur du centre médical village pédiatrie, ici à Kinshasa. Avant que nous n'entrions dans les cœurs de notre émission, il est très important, monsieur le docteur, que vous puissiez expliquer un peu, nous parler un peu de la genèse de des villages pédiatrie. Oui, c'est une bonne chose. Même le monde dans lequel nous vivons, je pense que le monde a eu son temps, il a commencé quelque part. Et le village de pédiatrie, mêmement, il a dit commencer quelque part. Le village de pédiatrie est né en 1992. C'était à Kisangani. Et dans une maison simple d'habitation qui était la nôtre. À peine rentrés des études, nous étions assaillis par la population de la ville de Kisangani qui venait à la maison avec leurs enfants. Cette maison était bordée de bananiers. C'était plein, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, des bananiers. C'est pour cette raison que nous avons pris soin de baptiser cet hôpital-là nouveau, non pas nouveau, mais village de pédiatrie. Ça avait commencé comme ça, village de pédiatrie, parce qu'il y avait des bananiers. Et les mamans venaient avec leurs enfants au dos. Chaque matin, ils m'assaillaient. C'est ainsi que cette population m'avait pratiquement obligé de mettre à leur disposition un centre pour une meilleure prise en charge de leurs enfants. D'où le nom village des pédiatries. Alors, en fait, je vais revenir un peu en amont là, peut-être pas pour faire rire, mais c'est pour dire que comme il y avait trop de bananiers, à la fin des soins, à la sortie, à la fin de la prise en charge, les enfants rentraient avec des bananes en main, je pense. Eh bien, on sympathisait très bien avec les mamans et avec les enfants. C'est ainsi que nous avions évolué dans cette maison jumelée, mais en 1992, en 2012, nous avons trouvé que la capacité devenait de plus en plus faible, capacité d'accueil. Et nous nous étions résolus à ouvrir le vrai village, construire une maison qui devait abriter le village de pédiatrie. Et c'est à la 2e avenue à Imochopo, numéro 15. Et nous nous sommes mis à construire ces bâtiments-là et nous l'avons terminé. Je pense que dans ces bâtiments, il y en a 4 bâtiments. Il y a le bâtiment central, il y a la salle commune, il y a la salle privée, les laboratoires, ensemble avec la pharmacie. Nous allons y revenir, docteur. J'aimerais bien que nous entrions d'abord dans le cœur de l'entretien, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais maintenant, les amis sont aussi, ont cette soif aussi de beaucoup se connaître la maladie, comme nous l'avons déjà annoncé. Docteur, nous avons parlé de la méningite. Quid, comme on le dit en latin? Oui, une méningite, c'est quoi? À mon avis, c'est un drame médical. Drame médical, pourquoi? C'est la présence des micro-organismes, soit des bactéries, soit des virus, soit des champignons, et parfois même des éléments chimiques, au niveau du liquide céphalorachidien et des méninges. Alors la présence de ces germes-là ou ces virus-là
provoque l'inflammation au niveau des méninges et du liquide céphalorachidien. Vous savez que la vie de tout homme, c'est quand même le cerveau. La proximité qu'il y a entre le cerveau et les méninges et les liquides céphalorachidien vous donne clairement les difficultés, les dangers qu'a quelqu'un qui attrape une méningite. Donc, qui est les responsables véritablement de cette méningite? Bon, je venais de dire que ce sont les virus, Oui. ce sont les bactéries, ce sont les champignons et à une moindre mesure les éléments chimiques. Ah, ok. Et ça touche carrément la couche méninge. Voilà, ça touche le méninge, ça touche les liquides céphalorachidien. Mais vu la proximité qu'il y a entre les cerveaux-encéphales, oui. d'une part, les méninges, les liquides céphalorachidien, vous allez voir comment ça ne peut pas laisser le cerveau sans rien. Et est-ce qu'on en trouve ici chez nous au Congo? Oui, il y a beaucoup de cas de méningite au Congo. Je pense que dernièrement, vous avez appris qu'à Banalia, oui, il y avait toute une épidémie de méningite qui a décimé beaucoup de gens là-bas. Le méningite n'épargne personne. Les nouveau-nés, les nourrissons, les adultes, nous sommes tous concernés par cette maladie. Et quels sont les symptômes? Les symptômes se présentent comment? Les symptômes? Oui. Oh, vous savez, tout dépend. Si vous avez affaire au nouveau-né, c'est quelque chose d'un peu différent que vous avez affaire aux nourrissons ou aux adultes. Voilà les symptômes les plus communs chez les enfants. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à la pédiatrie qu'aux adultes. Oui. Ce n'est pas différent de ce que vous allez rencontrer chez les patients qui font, par exemple, la malaria. Il y a toujours la fièvre, il y a... Chez les nouveau-nés, ils vont se mettre seulement à pleurer. Et chez les adultes, ils vont se plaindre de céphalée, mais un nouveau-né ne vous dira jamais qu'il a mal à la tête. Ils vont se plaindre de céphalée, de toutes formes de signes qui accompagnent toutes les autres maladies. Alors, il revient aux parents d'être très attentifs. C'est tous les nouveau-nés, ils expriment tout par le pleur. Okay. Et chez les adultes, vous allez avoir la raideur méningée, ceci, cela. Mais comment est-ce qu'elle se transmet? Elle est contagieuse aussi, donc, si je dis... Oui, il y a des méningites que nous considérons comme des méningites épidémiques. Okay. Et il y a des méningites qui ne sont pas épidémiques. La transmission, tout dépend de quel type de germe et de quel âge. Si nous sommes en pédiatrie, chez les nouveau-nés, la transmission des méningites, les germes, c'est quand même légèrement différent par rapport aux nourrissons qui sont un peu plus âgés et aux adultes. C'est les nouveau-nés, soit que... Mais je ne vais pas entrer dans cette affaire-là, c'est très profond. Vous voyez, la transmission peut être considérée comme verticale, c'est-à-dire ça va de la mère directement à l'enfant en passant par la barrière placentaire. Alors on peut dire qu'elle est héréditaire? Non, elle n'est pas héréditaire, c'est congénital. Okay. Il y a une différence à faire entre l'hérédité et ce qui est héréditaire et ce qui est congénital. Et laquelle, cette différence, pour éclairer l'opinion? Bon, l'hérédité, ça signifie que c'est lié au chromosome, au gène. Mais congénital, ça signifie tout simplement que ce n'est pas lié au gène, mais c'est transmis tout simplement par, directement, soit par le sang, c'est tout. Ce n'est pas héréditaire. L'hérédité, c'est lié au gène, c'est lié au chromosome. Oui. Alors, la prise en charge des adultes et des enfants, c'est la même chose? Non, ce n'est pas toujours la même chose. Parce que la prise en charge dépend du germe. C'est-à-dire les choix des antibiotiques à utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser des antibiotiques dans tous les cas de méningite? Non. Il y a des méningites virales. Vous utilisez les antibiotiques et ça ne répond pas. Il y a des méningites bactériennes qui nécessitent effectivement l'utilisation des antibiotiques, mais il faut connaître à peu près les germes et sa sensibilité vis-à-vis des antibiotiques. Et il y a des méningites mycosiques qui vous obligent à utiliser par exemple les antimycosiques. Voilà, c'est quand même légèrement différent d'une couche à une autre, selon l'âge. Et ça, nous le laissons au choix du médecin qui va prendre en charge son patient.
Les investigations qui vous permettent de les découvrir avec exactitude, c'est quel type d'investigation? Laboratoire ou observation à l'œil nu? Oui, oui, oui. Normalement, je disais très bien qu'une méningite, c'est un drame médical. Il faut aller vite et bien. Comment poser le diagnostic d'une méningite? Si par exemple, il y a une maman qui m'amène un enfant qui pleure, un nouveau-né qui est en train de pleurer et tout ça, et que je pense qu'il peut s'agir d'une méningite, je dois passer par la ponction lombaire. Parfait. C'est-à-dire retirer le liquide céphalorachidien, commencer par analyser sa qualité, et puis envoyer au laboratoire, quelle que soit la couleur de ce liquide, il faut l'envoyer au labo. Et le laboratoire me dira, est-ce qu'il y a des éléments ou pas? Et il va rechercher en même temps les germes. Les germes, on les cherche comment? Par la bactériologie. La bactério, c'est-à-dire, on fait la coloration des grammes, c'est le premier test. Et le deuxième test, c'est la culture. Mais la culture ne revient pas très vite, il faut attendre du temps, ça prend du temps. Mais il y a d'autres possibilités qui sont déjà mises à jour. Pour certains germes, c'est ce qu'on appelle la recherche des antigènes solubles. On peut les rechercher soit dans les liquides céphalorachidien qu'on a ponctionnés, soit dans les urines. Alors, ou bien encore dans les sérums. Ça peut, tous ces moyens mis ensemble, ça peut vous orienter vers les diagnostics les plus précis. Avoir la couleur, vous pouvez directement dire que ça, c'est la méningite, ou il faut toujours, comme vous le dites, si on a passé des moyens, si le médecin se trouve dans un milieu rural, il n'a pas la pratique antivirale ou virale, que sais-je encore, parce que c'est un terme plus technique. Mais la couleur peut déjà identifier que ça, c'est la méningite, et il peut le prendre aussi en charge. Voilà, les méningites, on les divise sur le plan coloration du liquide céphalorachidien en deux groupes. Et il y a les méningites à liquide clair et les méningites purulentes. À liquide clair, vous pouvez avoir affaire aux méningites virales, aux méningites dues aux champignons et aux méningites tuberculeuses. Tuberculeuses aussi? Oui, il y a la méningite tuberculeuse. Et puis de l'autre côté, vous avez les méningites purulentes. Ça peut être à son débit, le liquide peut être clair. Mais par contre, quand vous envoyez le liquide au labo, pour les analyses des éléments, on va trouver qu'il y a beaucoup d'éléments, mais la formule est neutrophilique. Mais quand ça évolue, le liquide peut devenir franchement soit purulent, soit odoré ou trouble. À ce moment-là, vous dites effectivement, comme le liquide céphalorachidien est trouble, puisqu'elle a une coloration qu'on dit eau de roche. Alors, si ce n'est plus eau de roche, ça devient soit trouble, soit odoré, soit purulent, franchement purulent. Ça, c'est une méningite purulente. Revenons en fait à notre spécialité, qui est les enfants. Comment est-ce que vous prenez les enfants dans le village? Village, j'allais dire village Bondeko, mais village de pédiatrie, ici à Kinshasa. Voilà, ici à Kinshasa, j'aimerais bien vous dire ceci, que le nouveau village de pédiatrie D a ouvert ses portes depuis le mois de mai de l'année passée. Nous tendons vers sa toute première année. Donc 2021? Oui, 2021. Nous tendons vers sa toute première année. Mais après avoir ouvert, il n'a pas immédiatement fonctionné. Il a fallu du temps pour qu'il se mette réellement à fonctionner, comme nous sommes là maintenant. Mais nous n'avons pas encore eu beaucoup de malades. Et je pense que ça viendra. Si vous voulez que je vous dise quelque chose, je préfère rentrer à Kisangani. Oui, c'est juste. À Kisangani aussi, voilà. C'est toujours la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de cas de méningite que nous avons déjà soignés à Kisangani. Beaucoup de cas de méningite. Avec les enfants? Les enfants, oui. Quelles sont les complications que vous avez trouvées là-dessus? Non, une méningite, ça se complique très facilement. Il y a des complications immédiates, il y a des complications à court terme, il y a des séquelles. Immédiatement, vous allez voir des enfants qui perdent carrément... les déficiences? Oui, ils ont des déficiences. Irréparables, en fait. Irréparables, par exemple. Il y en a qui ne voient plus, qui n'entendent plus, qui ne peuvent plus parler. Ce sont des complications.
Et il y en a qui développent les édèmes cérébrales, qui souvent augmentent la pression intracrânienne, et dans la plupart des cas, ça se termine très mal. Mais il y a des paralysies. Ces paralysies intéressent tous les nerfs. Il y a les nerfs centraux, comme il y a des nerfs périphériques. Et moi, j'ai déjà eu des enfants qui se sont présentés comme s'ils avaient le syndrome de section médillaire, c'est-à-dire les membres inférieurs totalement paralysés. Mais les séquelles, c'est quoi? Le liquide céphalorachidien doit circuler. Il est généré pour renouveler 3 fois par jour. Mais si ce liquide n'est pas résorbé, il s'accumule. Nous avons l'hydrocéphalie. Si les sutules ne sont pas encore fermées, n'étaient pas encore fermées, mais si c'est un enfant qui a fermé ses sutures, les sutures sont déjà fermées, vous allez avoir une hypertension intracrânienne. Ce qui est très, ça ne tarde pas à emporter le malade. Et puis l'idée, à long terme aussi, parmi les séquelles, il y a les épilepsies. Des enfants qui se mettent à convulser pendant tout le temps et qui rendent les parents totalement malheureux, et ils vont dépendre des antiépileptiques, ils vont aller en neuropsychiatrie, et il y a des neurologues qui les prennent en charge, et parfois nous-mêmes les pédiatristes, pour les administrer des anticonvulsifs pendant le reste de toute leur vie. Un enfant qui a le macrocéphalie, comme vous l'avez dit, est prédisposé à développer la méningite? Un enfant qui a quoi? L'hydrocéphalie? Macrocéphalie, ça oui. C'est un autre problème. Okay. Parce que les macrocéphalies, ça peut être un problème congénital. Et il n'est pas dit que tous les macrocéphales vont développer des méningites. Non. Tout dépend. Ok, alors, curativement parlant, comment vous y prenez avec les enfants? Eh bien, les traitements préventifs existent et les traitements curatifs existent aussi. Okay. Mais je pense que je vais me focaliser d'abord plus sur les traitements curatifs, parce que quand on a un enfant qui est atteint d'une méningite, il faut aller vite et bien. Tout dépend d'abord des parents. Après avoir constaté qu'ils ont un enfant qui pleure, qui fait la fièvre, ou ils ne voient pas clair, l'automédication, c'est un des très sérieux problèmes qui fait qu'on nous amène les malades tardivement au moment où la méningite a déjà atteint des stades pratiquement irréparables. Alors, une fois qu'on a amené l'enfant et que le médecin a soupçonné un germe, que c'est une méningite bactérienne, il va procéder, il va voir quel âge, ainsi de suite, puisque les causes des méningites sur le plan bactériologique varient selon l'âge, selon le temps, selon l'état clinique du patient. Alors, un médecin bien averti, d'une manière probabiliste, il dira, vu que cet enfant a cet âge, voilà les germes que je dois soupçonner le plus. Et il va d'abord recourir à une antibiothérapie probabiliste, donc il doit utiliser les antibiotiques qui traversent très bien la barrière hémoméningée pour aller atteindre les germes là où il est au niveau du liquide céphalorachidien et des méninges. Tout, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres problèmes aussi à côté qui accompagnent et il doit faire face à ça aussi. Donc il y a des revers en fait. Alors quels sont ces revers-là? Les revers, par exemple, vous avez un enfant qui fait une méningite, il fait une fièvre qui ne répond à rien. Il faut s'en prendre à cette fièvre-là. C'est un enfant qui se met à convulser. Les convulsions, c'est très mauvais. Il faut les arrêter. S'il est déshydraté, il faut les réhydrater. Il faut garder la voie veineuse pour l'administration des médicaments. Voilà autant de problèmes auxquels les médecins doivent faire attention. Existe-t-il un vaccin alors pour ça? Oui, il y a les vaccins qui existent, mais ce n'est pas pour tous les germes. Voilà. Pour la tuberculose, par exemple, nous avons les BCG qu'on administre à la naissance. Okay. Pour les autres méningites, par exemple, les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe B, c'est la mère qu'on teste et qu'on vaccine. C'est la maman pour qu'ils transmettent les anticorps en quantité suffisante chez les futurs nouveau-nés pour qu'ils puissent échapper aux méningites à streptocoque bêta-hémolytique du groupe B, qu'on n'en parle pas tellement beaucoup ici chez nous. Et puis, après la naissance, là, nous avons la méningite à hémophilus influenza du groupe B qui commence surtout à partir de l'âge de 3 mois
jusqu'à 6 ans, avec le pic à partir de l'âge de 1 an. Il existe déjà dans ces pays un programme de vaccination contre l'hémophilus influenza du groupe B. Et il y a les vaccins contre les méningocoques que vous connaissez, qui frappent tout le monde, les enfants comme les adultes. Je disais bien que vous avez suivi qu'il y avait une épidémie à Banalia qui a décimé beaucoup de gens. Il existe les vaccins contre les méningocoques A et les méningo-C. Alors là, on peut vacciner tout le monde en dehors des épidémies. Et s'il y a une épidémie, bon, bien sûr, pour couper l'épidémie, on vaccine les gens. Notre alimentation peut être aussi à la base de cette méningite? Non, je ne connais pas cette alimentation qui peut conduire directement comme ça à une méningite. Je n'en connais pas encore, oui. Revenons-en au village des pédiatries. Vous nous avez laissé vraiment dans la soif quand on a débuté. Vous pouvez continuer avec le village pédiatrie? Oui, je peux continuer, c'est-à-dire le village de pédiatrie a existé, mais débordé par la demande, nous étions obligés de construire le vrai village de pédiatrie. Modèle hôpital de pédiatrie. Et ce modèle-là a une capacité de 30 lits et nous l'avons surnommé Nouveau village de pédiatrie. Cette fois à Kinshasa? Non, à Kisangani, toujours. Alors, Nouveau village de pédiatrie à Kisangani. Ça a ouvert ses portes en 2014 au mois de mai. C'est alors que nous sommes venus ici à Kinshasa par hasard, nous sommes tombés là, comme vous nous voyez, et nous nous sommes dit, étant donné que nous sommes des praticiens dans les domaines des années durant, il était très difficile pour nous de nous croiser les bras et ne pas tenter de faire quelque chose pour la population des enfants de la ville de Kinshasa. C'est dans ce cadre que nous avons ouvert les nouveaux villages de pédiatrie dont il est question aujourd'hui à Kinshasa. Mais à chaque vacances parlementaires, nous rentrons à Kisangani, nous avons 7 médecins pédiatres qui travaillent avec nous là-bas. Et ici à Kinshasa, si nous sommes présents, nous venons et nous avons des médecins pédiatres qui nous accompagnent. Quel est le message que vous lancez aux parents qui nous suivent en ces moments par rapport à la méningite, objet de notre émission de ce jour? J'aimerais bien dire ceci à toute la population des parents de la ville de Kinshasa et pourquoi pas du Congo. Une méningite n'a pas une connotation spéciale. Sa symptomatologie, ses signes cliniques s'approchent un tout petit peu d'autres maladies aussi à son début. Mais si les parents ne prennent pas soin d'amener les enfants très vite à l'hôpital, ils passeront à côté. Et lorsqu'ils sont passés à côté, amener l'enfant tardivement, 10 jours, 48 heures, 72 heures plus tard, normalement, ça compromet totalement l'avenir de ces enfants-là. Et les pronostics risquent d'être très mauvais. Je demanderai aux parents d'éviter l'automédication, la prise en charge à domicile, et de consulter les formations médicales les plus proches lorsqu'ils auront affaire à des enfants qui ont la fièvre, qui pleurent et qui semblent ne pas bien se sentir. Quelles sont les relations que ces centres jouent avec d'autres formations médicales existantes ici à Kinshasa et pédiatrie en fait aussi? Effectivement, vous savez, la médecine, ce n'est plus comme à l'ancienne époque où il y avait des érudits universels. Non. Okay. Nous devons travailler de manière complémentaire. Quand vous voyez les villages de pédiatrie, ici, même celle de Kinshasa, a travaillé avec l'INRB de Kinshasa. Nous coopérons très bien sur le plan bactériologique. Nous faisons nos prélèvements, nous essayons de les analyser sur place là-bas à Kisangani, mais le reste nous envoyons à Kinshasa pour qu'ils nous donnent la confirmation finale. Et si là aussi ça ne marche pas, si ce n'est pas confirmé, on envoie en Belgique. Okay. Et les résultats reviennent. Alors, ici à Kinshasa, je pense que les nouveaux villages de pédiatrie, vous voyez, il n'y a pas un centre d'imagerie ici. Mais nous devons coopérer avec les amis, là où il y a des centres d'imagerie. Nous n'avons pas la chirurgie pédiatrique ici. Mais si nous avons des cas chirurgicaux, nous devons les référer là où il faut. Voilà. Avec ce qui balaye le monde aujourd'hui, Covid-19,
Peut-être nous allons aborder ça plus prochainement. Et les enfants souffrent ici. Vous avez une idée avec des enfants qui ont développé aussi la Covid-19? Dans cet hôpital, nous avons eu à diagnostiquer des cas de Covid-19 chez les enfants. Nous avons fait appel à nos amis de l'INRB, les services qui s'en occupent, ils sont venus faire le prélèvement et on a diagnostiqué des cas de Covid-19 ici. À Kisangani, c'est la même chose. C'est une maladie qui frappe tout le monde, mais de gravités différentes selon l'âge. Bien, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous avons reçu le docteur Nestor, qui est un chevronné en pédiatrie. Et c'est avec lui que nous avons pratiquement fait ce tour d'horizon sur la pédiatrie, mais beaucoup plus spécialement dans la pathologie, la méningite. Alors, vous qui nous avez reçus en chemin, nous voici presque à la fin de notre entretien. Docteur, nous tendons déjà vers la fin. Un mot aux parents, parce qu'il s'agit de la pédiatrie. Les concernés ne sont plus les parents et les enfants. Un mot pour les parents par rapport à cette prise en charge et à se prévenir contre beaucoup de maladies qui touchent les enfants. Eh bien, le mot que j'aimerais bien donner comme dernier conseil aux parents, c'est d'éviter l'automédication et de ne pas prendre soin de traîner avec les enfants malades à la maison, mais de les amener vers les pédiatres. Les pédiatres, ou pourquoi pas les médecins généralistes aussi. Parlons au village de non, pédiatrie. je ne dis pas seulement les villages de pédiatrie. Il y a beaucoup de formations médicales à Kinshasa qui s'occupent des enfants. Oui. Les amener surtout vers une formation médicale la plus proche, là où il y a les médecins. Et puis, l'autre chose que j'aimerais bien dire, spécialement aux enfants, aux parents qui ont des enfants drépanocytaires chez eux. Parfait. Qu'ils ne puissent pas oublier de les faire vacciner contre les pneumocoques. Ces vaccins existent. C'est un vaccin qui a fait ses effets et je leur demande de bien vouloir faire vacciner les enfants contre le pneumocoque. En tout cas, le tout dernier conseil que j'aimerais donner, c'est celui-ci. Nous avons de très sérieux problèmes avec les antibiotiques et la sensibilité des germes à ces antibiotiques. À peine arrivé à Kinshasa, je viens de remarquer que même les méropenem n'arrivent plus à donner les résultats escomptés. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un abus dans l'utilisation des antibiotiques. Si les pharmaciens, si les parents pouvaient nécessairement essayer de tous leurs moyens pour éviter la prescription abusive des antibiotiques, ça serait une bonne chose. Là-tout, les parents vont dans les pharmacies, ils achètent les chloramphénicaux en sirop, les ampicillines, les ceci, les cela, les antibiotiques, qui les donnent. Mais maintenant, les conséquences sont que demain ou après-demain, nous aurons des problèmes très sérieux pour la prise en charge de nos infectés. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici vraiment à la fin de notre entretien avec le docteur pédiatre Nestor. Et nous vous rappelons bien que c'est le centre village des pédiatries de Kinshasa, le nouveau, qui nous a reçus ici pour que nous puissions pratiquement réfléchir sur ces concepts de pathologie orientée vers les enfants, où nous avons directement identifié la méningite, une maladie qui tue non seulement les enfants, aussi les adultes. Nous sommes très heureux et nous pensons que le peu de temps que nous avons passé avec lui et le message qu'il nous a donné, il nous a mis dans son école pour comprendre comment est-ce que nous pouvons bien garder nos enfants, les soigner correctement afin que nous arrivions à un résultat meilleur pour la vie de nos enfants. Une fois de plus, bonne suite de programme sur la chaîne Data Télévision.